Je vais donc ouvrir cette séance. Parmi les questions relatives à l'environnement qu'on traite régulièrement, le Conseil de développement n'a pas évoqué les questions liées à la gestion de l'eau. En tout cas, ne l'a pas évoqué depuis assez longtemps. On avait organisé une journée sur le cycle de l'eau locale il y a plusieurs années, mais il nous a paru utile d'y revenir ce soir en essayant d'élargir le propos, et on va le faire avec M. Patrick Fresnel, qui est un Nantais, consultant à l'Office international de l'eau. Et ce faisant, nous bénéficions ainsi de l'effet réseau du Conseil de développement, puisque c'est grâce à Bruno Deshaies que cette soirée se déroule et qu'il a sollicité Patrick Fresnel. Donc merci à Bruno. Je ne vais pas déflorer le sujet, mais simplement dire que ce type d'intervention correspond bien à ce que nous voulons faire de plus en plus au sein du Conseil de développement, c'est-à-dire permettre d'élever le niveau de formation, d'information, de réflexion de chacun sur des grands sujets. Il s'agit à la fois de pédagogie et de réflexion, comme je viens de le dire. La question de l'eau, c'est un de ces grands sujets. Il fait souvent moins l'actualité que d'autres. On parle beaucoup d'énergie. Ça, c'est un sujet récurrent. Mais l'eau est un sujet à fort enjeu. Je pense qu'on en prendra conscience ce soir, si c'est pas encore le cas. Il y a peu de manifestations sur cette question, alors que c'est un sujet stratégique. Quand on parle de l'eau, on parle d'économie, de technique, de politique, d'environnement, de climat. Le sujet est vaste. Et on parle aussi de gestion sectorielle par usage. La question de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, l'eau potable, bien entendu. Patrick Fresnel va nous éclairer sur ce sujet en évoquant ce soir la notion de gestion intégrée des ressources en eau et la nécessité d'une approche transversale des différents usages. C'est une occasion finalement de montrer le lien entre le global et le local, en référence à cette formule bien connue de tous. L'eau qui coule de notre robinet est une ressource que nous partageons à une échelle beaucoup plus large. Voilà, je vais terminer, avant de passer la parole à M. Fresnel, par une information. Vous savez qu'on a engagé des échanges et on organise des manifestations avec d'autres partenaires. Vous connaissez notamment Questions Publiques qu'on organise à la fois avec le soutien du CCO et de Place Publique. Nous allons avoir une nouvelle coopération qui va prendre place avec l'Institut Kervégan. On va recevoir Jean Pisani-Ferry, qui est commissaire à la stratégie et à la prospective auprès du Premier ministre, qui vient de publier un rapport sur la France dans 10 ans. Donc vous notez la date, ça aura lieu le 27 novembre et ça sera à Audencia, puisque les locaux du CCO n'étaient pas disponibles. Et à 20h, M. Pisani-Ferry n'étant pas disponible avant, c'est à 20h, effectivement. Voilà, c'est un point d'information. On revient sur notre sujet de ce soir. Je vais donc passer tout de suite le micro à M. Fresnel en le remerciant à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, donc ça fonctionne, ah oui. Merci pour votre présence. Donc, je complète juste le titre, entre guillemets. Je suis effectivement consultant, notamment auprès de l'Office international de l'eau, mais d'autres bureaux d'études. Ce soir, je prendrai aussi la parole, parce qu'il y aura des éclairages un peu plus sociaux, j'allais dire, au titre de la commission eau de la MCM, Maison des citoyens du monde à Nantes, qui est une plateforme d'association qui fait du plaidoyer concernant la solidarité citoyenne, et puis du bureau d'Ovi France, qui est une association française également, avec un équivalent en Afrique. Donc vous avez un contenu technique, vous allez voir, ce qui est la base de mon exposé, mais de temps en temps, il y aura des éclairages qui seront motivés par ces deux casquettes supplémentaires. J'ai essayé d'avoir une vision, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, vraiment globale, hein, pas me cantonner à la technique, mais de prendre un peu, de mixer les expériences. Voilà un petit peu donc les compléments que je voulais apporter. Donc, quand on parle du local ou global, cette GIR-là, on va rapidement camper son origine, qui est en fait un défaut de gestion d'anciens modes de gestion, qu'on appelle gestion sectorielle. On va
donner les grands traits de cette gestion intégrée, mais aussi, peut-être à travers les éclairages sociaux que j'ai exprimés tout à l'heure, et économiques, on va peut-être toucher certaines limites également. Et le tout fera, j'espère, un débat. Avant de parler de gestion intégrée, il fallait faire un rappel des gestions sectorielles au plan mondial, avec deux grandes catégories, à mon avis, qui est une catégorie donc des pays du Nord qui ont été très vite industrialisés. Et qui dit industrialisation, dit à un moment donné concentration de flux. Bon, vous connaissez l'histoire, les réseaux, les pressions environnementales, etc. Très vite, avec les révolutions industrielles, ces pays développés se sont trouvés avec des limites environnementales. C'est apparu assez tôt, ça. À l'inverse, dans les pays dits du Sud, on trouve, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, des notions qui sont encore présentes, hein, qui sont de l'ordre plutôt d'un accès direct à l'eau, d'un don du ciel, où les motivations économiques sont parfois dures à faire comprendre, et où l'eau est un lien social fort. Je pense en Amérique du Sud à Pachamama avec l'attitude de certaines populations andines vis-à-vis des glaciers. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la religion. En Afrique également, en termes organisationnels, hein, les chemins de transhumance, etc. Tout ça laisse des traces profondes dans le Pacifique également, avec le droit coutumier. Tout ça laisse des traces profondes dans les sociétés. Hein. Donc on a deux racines qui vont jouer là et qui vont se télescoper, on va voir, hein, entre le monde industriel au nord qui est parti assez vite dans la technique et qui est rattrapé, on va voir par des schémas tout à l'heure, sur des cultures un petit peu différentes. Eh bien, dans les deux cas, nord et sud, l'eau c'est la vie, on le sait, partout. Hein, et à un moment donné, eh bien, les besoins sectoriels, agricoles, industriels, domestiques vont déboucher sur des conflits d'usage. Alors ces conflits d'usage sont apparus plutôt au nord, dans l'hémisphère nord, et commence à apparaître dans l'hémisphère sud, notamment par l'urbanisation croissante. Mais dans tous les cas, vous voyez, on a chacun dans son coin, défend son os, et on arrive, en opposant les intérêts sectoriels, agricoles, industriels ou démographiques, ou domestiques, des difficultés à concilier une même ressource qui est utilisée par plusieurs pour différentes fonctions. Et donc l'eau, effectivement, à ce moment-là, devient un problème environnemental. Et on voit la trace de l'eau dans les composantes sociales. Et notamment est apparue comme ça la notion de développement durable. Alors, les réponses techniques dans le Nord qu'on a eues, typiquement, c'est un petit peu ce qui est rappelé ici. On établissait des collectivités près des rivières et des ressources en eau. Et les réponses techniques qu'on avait, on prenait l'eau à l'amont, on assainissait plus ou moins bien. Et puis, on avait trois opérateurs majeurs qui étaient chargés de la gestion de l'eau. Ce qu'on appelle la puissance organisatrice au sens large, la collectivité locale, qui organise, qui fixe les orientations, qui détermine le contour des services. Vous savez qu'au titre des compétences, les collectivités ont l'obligation d'assurer le volet sanitaire sur leur commune. Donc, vont organiser pour ça des réseaux d'eau qui vont confier à un opérateur, privé, public, les notions de régie, etc., délégation de services publics. Et l'opérateur est en relation avec le client, entre guillemets, l'usager final, qui lui évalue le service, réclame. Bon, le truc classique, c'est le coût. Hein. La cristallisation des débats, souvent, ça se résume au prix de l'eau. Mais le prix de l'eau, c'est le haut de l'iceberg. Hein. Il y a beaucoup de choses en dessous qui mériteraient d'être discutées. Mais bon, voilà comment ça fonctionne. Donc, voilà, je fais un premier arrêt dans l'exposé, là. Les gestions sectorielles, le nord, le sud, et à un moment donné, ces usages sectoriels vont rentrer en compétition et vont générer des conflits. Voilà ce qu'il faut retenir. On vient de là. On vient de là, on va dire, avant les années 70-80. Hein, voilà. Alors, à partir des années 60-70, en France, hein, je fais un zoom sur la France, là, sortent des premières lois qui ont pour but de se soustraire un petit peu des conflits locaux, notamment par la création des agences de l'eau à l'époque qu'on appelait les agences de bassin hydrographiques, les agences de bassin. C'était même agences financières de bassin, si je me souviens bien. Les agences financières de bassin, c'est important les termes. Financières, on avait un levier financier.
Ça veut dire que des notions telles que pollueur-payeur, etc. a été développées, qui ont généré une manne financière, et que par l'injection des financements, il y avait des leviers qui visaient à faire évoluer les pratiques conflictuelles. Agence financière de bassin. Le levier, c'était ça. 92, une loi sur l'eau importante où l'eau, là, est déclarée patrimoine de la nation, c'était l'article 2, si je me souviens bien, où on voit bien que ce patrimoine d'eau prend une hauteur par rapport aux intérêts particuliers et qu'il va falloir le gérer en tant que tel. 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, où là, on prend encore plus de hauteur. Et on ne parle plus que de l'eau en tant que telle. Je prends souvent l'exemple d'un verre et de l'eau, du contenant et du contenu. Jusqu'à présent, on parlait du contenu de l'eau. Et avec la LEMA, on parle du contenant et du contenu. C'est-à-dire l'eau s'écoule dans une rivière, il y a des rives, il y a un substrat, il y a lui-même des tributaires qui vont arriver. Et finalement, c'est un territoire qu'il faut prendre en compte. La loi sur les milieux aquatiques pose globalement le problème du contenant, du contenu et de toute l'approche territoriale qu'il y a avec. Vous voyez un petit peu l'effet de zoom et l'élargissement qu'on a là, hein, de ce verre d'eau, du contenant, du contenu, et on prend de la hauteur par rapport à ça. Non content d'arriver à ça, donc on progresse assez rapidement là. La directive 4 sur l'eau en 2000 consacre, on va dire au niveau européen, pour des motifs économiques d'absence de dumping sur le plan environnemental, un principe de non-dégradation de l'ensemble de ce patrimoine. Tout le monde doit courir dans la même vitesse, on est face au dumping environnemental et la directive cadre impose une obligation de bon état écologique. Alors je ne rentre pas dans le détail, c'est assez complexe, mais en gros, tout le monde court la même course, on ne doit plus dégrader ses ressources et la compétition économique entre les pays membres à l'époque se fera ailleurs que sur l'environnement. Tout le monde est soumis, alors avec des adaptations. Et puis, on mondialise un petit peu ça, je en parlerai plus tard dans l'exposé, à travers ces réseaux internationaux de bassins, ce qu'on appelle les RIOB, qui vont poser par grande entité des principes de gestion qui sont issus de l'expérience française, de l'expérience européenne, et qui, à travers les grands organismes internationaux, le FMI, la Banque mondiale, la BID, etc., vont être posés par les grands bailleurs de fonds au niveau international. Voilà un petit peu, j'allais dire, comme les poupées russes, là, hein, l'empilement de la globalisation auquel on arrive. Alors, l'agir concrètement, vous imaginez, dans la première partie d'exposé, ces espèces de touches de piano, là où chacun appuie sur sa touche, un couche fait de l'irrigation, l'autre couche fait du transport, le troisième couche fait d'énergie, etc., etc., eh bien, tous ces usages sectoriels vont être globalisés dans un chapeau commun, qui est le verre et le contenant, avec des problèmes de qualité, des problèmes d'infrastructure qui vont assurer, si possible, l'ensemble des usages, on appelle ça infrastructure multi-usage, et surtout, on va y associer un cadre institutionnel, un cadre de gestion, et des circuits économiques qui vont être à la hauteur de l'ensemble de ces enjeux-là. Donc on globalise tout. On abandonne la vision verticale, on met une vision transversale, j'insiste bien, en allant bien au-delà de l'eau en tant que telle. Hein, voilà. D'un point de vue gestion territoriale sur le terrain, ça se traduit comment ça? Ça se traduit que jusqu'en les années 80-90, on avait ici ces petits points des programmes sectoriels. Pour être très clair, un coup, il y avait un bout de tuyau qui manquait dans une ville, on faisait une extension. L'autre coup, c'était une source ou un puits ou un pompage, on faisait un projet, etc. Bon, on était au coup par coup et, j'allais dire, à petite échelle. Bon, là, petit à petit, on va faire de la programmation territoriale où on va se poser le problème d'une maîtrise d'œuvre en termes de compétences et puis on va se poser un problème de logique de territoire. Hein, on va progressivement, par exemple, arriver à travers ces SAGE, schémas d'aménagement des eaux, à poser le problème de la gestion de la rivière dans son entité. Hein, vont naître des contrats de rivière, des programmations par bassin, pluriannuelles, etc. Donc vous voyez comment on a étiré sur un territoire ces notions de gestion-là. Pour ceux que ça intéresse, il y a un site qu'on appelle Gesto, que j'ai repris là, j'ai repris une image, hein, où on voit que l'agence Loire-Bretagne, qui est ici, hein, est particulièrement, j'allais dire, dotée de ce qu'on appelle des SDAGE et des SAGE.
SDAGE, ça veut dire schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Si vous voulez, c'est quelque part les grands principes que les comités de bassin donnent pour la totalité de la gestion de l'eau dans leur bassin. À titre d'exemple, un seul exemple, un des axes du SDAGE sur la Loire et la Bretagne, sur la Loire, ça a été l'accès aux populations de poissons migrateurs. Hein, ça veut dire que sur l'ensemble du territoire, les poissons migrateurs devaient trouver des conditions qui leur permettaient un accès maximum vers les ressources, vers les sources. Bon. Et puis il y a d'autres, il y avait des problèmes agricoles, etc. Donc tout le territoire du grand bassin hydrographique Loire-Bretagne a été sous-découpé en SAGE, qui sont des programmes qui vont s'appuyer sur les grands principes du SDAGE, mais qui vont être de nature opérationnelle. Où là, on se soucie de savoir qui fait quoi, quand, combien ça va coûter, etc. etc. Hein. Donc la logique territoriale, là, on la voit en écho par rapport à ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Très concrètement, un tout petit détail, vous avez un réseau hydrographique. Sur quoi repose la cohérence de tout ça? Le SDAGE donne les grands principes, le SAGE c'est un plan opérationnel, et à un moment il faut lier tout ce territoire avec des petites actions qui vont se dérouler sur le territoire. Exemple, on a dans un bassin amont une pression de nitrate due à l'agriculture. Bon, c'est un exemple, il faut bien parler, voilà. Ben, on va se dire, dans ce territoire-là, il y a 2 ou 3 affluents qui sont plus problématiques que d'autres, qui dépassent certains seuils, sur lesquels on va diligenter des programmes SDAGE, SAGE, etc. Donc on va trouver des porteurs d'opérations, etc. Bon. Deuxième exemple, s'ajoute par rapport à ça une autre problématique qu'on appelle de la morphologie. L'écoulement des eaux se fait mal, il y a des embâcles dans la rivière, il y a des crues, des inondations, les berges s'écroulent, enfin bref, voilà. La nature du problème qu'on a à traiter sur ces traits rouges là. Hein. Et bien face à ça, on va se dire, est-ce que tous les obstacles sont infranchissables? Est-ce qu'on ne peut pas aménager des passes à poissons, etc., etc. Deuxième exemple. Troisième exemple. Eh bien, on va finalement relier dans un bassin hydrographique l'ensemble de ces problèmes-là à ce qu'on appelle un point nodal. Un point nodal, c'est une sorte de juge de paix sur lequel le SDAGE donne des principes, le SAGE donne des obligations de résultats, et on va dire, à cet endroit-là, collectivement, ayant intégré l'ensemble des problèmes de ce territoire, tous les acteurs se mettent d'accord pour dire, on va avoir tel débit en étiage, tel débit en crue, de telle qualité, telle concentration, etc. Et toutes les politiques amont par rapport à ces problématiques vont se donner rendez-vous pour concourir à ce résultat-là ici. Et ainsi de suite dans les autres bassins, la eutrophisation sur un autre bassin, de manière agrégée, tous les territoires vont concourir ici à un point nodal global qui va sauvegarder des objectifs par rapport à l'aval, etc. Ce principe de poupée russe, là, fonctionne de cette manière-là. SDAGE, SAGE, point nodal, comité de bassin, des grands principes, des programmes, et puis tous les 5 ans, on y revient, etc. C'est un travail sans fin. Hein. Voilà. Donc, oui, alors on a dit qu'on allait jusqu'au bout de l'exposé. Hein. D'accord, hein, c'est le principe. Hein. Bon, donc là, on arrive ainsi à la définition de la GIR. GIR, gestion intégrée, c'est le partenariat mondial de l'eau qui donne cette définition. Donc gestion intégrée, vous voyez, une ressource en eau est un processus, la notion de temps hein, et de cycle, hein, est un processus qui favorise le développement, notion économique, donc coordonner l'eau, d'un territoire, la notion territoriale est importante, et des ressources associées. Cette gestion vise à maximiser donc de manière équitable le bien-être économique. Équitable, ça veut dire qu'entre tous les usages, on va essayer de trouver un curseur qui soit le bon. Et puis, en développant donc un développement économique et social, et sans compromettre, j'ai insisté beaucoup là-dessus, la qualité des écosystèmes. Donc on retrouve tous les items que j'ai dégagés tout à l'heure et qui vous permettent de comprendre cette définition. Alors,
on arrive à un éclairage qui est un peu plus original, qui est moins technique, qui est plus économique et plus social, j'allais dire. C'est peut-être mes autres expériences, mais tout le monde connaît bien sûr le cycle de l'eau, hein, l'eau bleue, bon, les nuages, la mer, etc. Ce cycle-là, le grand cycle, on le connaît. On connaît un peu moins le cycle vert, qui est celui de l'évapotranspiration lié à la couverture végétale. En Afrique, on peut avoir des évapotranspirations de 2 ou 3 mètres, hein, donc des phénomènes vraiment importants. Hein. Et depuis 10 ans seulement, on prend en compte, j'insisterai un peu là-dessus, cette flèche jaune là qui est appelée l'eau virtuelle. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Hein. Autant la gestion territoriale permet de bien gérer le cycle de l'eau bleue et le cycle de l'eau verte, puisque ce sont des données attachées au territoire. D'accord ? Autant, on va le voir tout à l'heure, cette flèche jaune s'écarte du schéma, on rentre dans un autre schéma qui est lié aux échanges macroéconomiques mondiaux de la manière suivante. Depuis, on va dire, une centaine d'années, on voit l'évolution de ces consommations d'eau, où vous remarquez que la consommation des eaux agricoles croît de manière très importante. 70, en moyenne mondiale, hein, 70% de l'eau est utilisée dans les circuits agricoles. Bon, ça c'est une donnée universelle, avec parfois 80-90. Hein. Bon, des fois un peu moins. Et l'autre problème qui est sous-tendu là-dessus, c'est que ces consommations agricoles le sont avec des efficiences très basses. La dernière mission que j'ai faite au Pérou, par exemple, l'efficience des grands complexes hydro-agricoles était de l'ordre de 30%. On paume 70% d'eau. Hein. Alors, il ne faut pas tirer à boulet rouge sur seulement l'agriculture. Ben, c'est vrai, c'est le plus grand. Les consommations domestiques, ça joue aussi en Algérie. J'avais fait une mission aussi sur le pourtour de quelques villes. On avait des rendements de réseaux d'eau domestique. Hein, on ouvre le robinet. Pareil, 70% de perte. Hein. Donc, on a la mobilisation de l'eau qui est une chose et l'efficience de l'eau qu'on a mobilisée qui est une autre. Et on a, dans beaucoup de pays, des efficiences de mobilisation d'eau qui sont très basses. Bon, donc ça, retenez quand même, là, puisqu'on va parler rapidement du problème le plus important qu'est l'agriculture, beaucoup en moyenne mondiale d'eau mobilisée avec une faible efficience. L'exception étant, par exemple, je pense à ça en Israël, l'irrigation goutte à goutte, etc., qui est tip-top, mais on ne peut pas, à des grandes échelles, avoir ce type de technique-là. Sinon, on aurait des prix... voilà. Alors, l'eau virtuelle, c'est quoi? Vous vous rappelez la flèche jaune, là. Attendez, je vais y arriver. Cette flèche jaune, là, qui sort du bassin. Quand on a dit ça, l'eau virtuelle, en fait, j'ai pris l'exemple agricole, c'est l'eau qui est partie intégrante des aliments que l'on mange. Hein. Une tomate, c'est 13 litres d'eau en moyenne. Retenez, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font des réflexions sur la viande. Un filet de bœuf de 500 grammes, 4500 litres. Hein, dans tout le circuit. Hein. Alors, quand on a ces intégrations d'eau, quand on a en chiffre les productions agricoles et l'efficience agricole, on se dit, là, il y a un problème. Là. Il y a un problème. Alors, le problème, je prends un tout petit peu de temps pour essayer de vous le faire toucher du doigt sur le plan mondial. Il y a une première photo statique qui est la photo de ce qu'on appelle l'empreinte en eau. L'empreinte en eau, c'est exprimé en mètres cubes par an et par personne, qui est en gros... non, j'avais pas besoin de ça. Qui est en gros ramené à l'équivalent habitant ce que consomme le pays. Vous voyez que l'Amérique du Nord est parmi les pays qui ont une empreinte la plus forte. La moyenne, c'est en gros les couleurs jaune et verte. Et puis, dès qu'on va dans le vert, la Chine, l'Afrique, j'allais dire du Sud, là, sont des pays qui, ramenés à l'habitant, puisque la population joue, statistiquement apparaissent avec une empreinte plus faible. Donc on a essayé d'avoir en tête cette image-là pour les suivantes. Hein. Première image statique, les empreintes. Bon, avec 70% du problème agricole. Hein. Bon. Deuxième, qui est une image dynamique. L'image dynamique, c'est
la mondialisation et les transferts de biens qui sont liés aux circuits internationaux de mondialisation, et notamment à travers les problèmes agricoles. On sait que le Brésil exporte en Europe de nombreux céréales, y compris pour le pétrole, là, comment ça s'appelle là, les agrocarburants, voilà. A signalé quand même qu'une des plus grandes nappes d'eau fossile du monde est à cheval entre le Brésil et l'Argentine, et est largement sollicitée pour cette plaisanterie là. Bon, donc vous voyez, cette flèche-là est quand même très active. Autre flèche, l'Amérique et le Canada exportent en direction de l'Asie et de l'Asie du Sud-Est, c'est un pôle économique important, une partie importante de la production, donc de l'eau virtuelle. Alors tous les pays en vert sont des pays exportateurs, et tous les pays en rose là sont des pays importateurs. Donc il faut avoir en tête l'empreinte statique locale, y rajouter les circuits que je viens d'exprimer tout à l'heure, dans les grandes lignes. Et puis il y a une troisième difficulté qui est aujourd'hui, c'est ça les problèmes. Demain et après-demain, on rebattra les cartes, puisque le GIEC a fait des déclarations récentes, là, hein. Vous avez vu qu'on ne peut plus ignorer, alors il y a des tas de gens qui sont pour, qui sont contre. Moi je pense qu'on ne peut plus ignorer le fait que demain, les pluviométries et les disponibilités en eau, donc, ne seront plus les mêmes. Tout le nord des continents va profiter vraisemblablement de ressources en eau supplémentaires. Tout le bassin méditerranéen, y compris l'Espagne et l'Europe et la France, risque d'avoir des pertes de pluviométrie importantes. Et donc tout ça va rebattre les cartes. Donc on a une image statique aujourd'hui, une organisation mondiale qui est dynamique, et puis une perspective. Et tout ça, on sent, va rebattre les cartes de manière très importante. Alors, ça paraît lointain, théorique, etc. Dans le concret, il y a l'Oxfam, qui est une association internationale, un groupe d'ONG qui ne sont pas partisans, etc., qui ont fait des évaluations toutes bêtes. Qu'est-ce que ça va avoir ? Là, j'ai pris un exemple, c'est celui sur les céréales, des grands céréaliers internationaux, cornflakes, etc. Eh bien, on arrive à dire que les prix, d'ici 2030, risquent de, pour les raisons que je viens de vous dire, là, c'est-à-dire de changement de pôle, de transport, on va rebattre les cartes, etc., ben, ça va se traduire par un enchérissement de 20 à 40% des prix. Hein ? Alors, autre chose qui n'est pas neutre, c'est qu'on voit que des pays comme le Qatar ou la Chine commencent carrément à acheter des terrains chez les voisins. Brésil, Afrique, Amérique du Sud, etc. Et autre difficulté que j'ai vécue en Afrique et au Pérou, on arrive pour les productions à faire des grandes infrastructures hydro-agricoles, des barrages, des systèmes d'irrigation mais très importants, qui vont être financés par la puissance publique, mais qui vont être attachés à ces circuits commerciaux-là. En fait, on pique de la flotte, pour être très clair. Donc là, on a toute la problématique de ce qu'on a appelé les révolutions vertes, les cultures de rente, les cultures vivrières, et les équilibres internes alimentaires, les sécurités alimentaires des pays. Et là, on touche un problème qui est celui de la gouvernance mondiale par rapport à des limites de l'exercice. C'est là que je voulais effectivement venir sur l'AGIR. Je vais continuer à exposer l'AGIR. Mais à mon avis, une des limites de l'AGIR, ça va être ça. Ça veut dire qu'on a créé des gouvernances qui sont de plus en plus importantes, on l'a vu, hein, sectorielles, nationales, européennes, etc. On va voir à travers les RIOB là, qu'on est arrivé pratiquement à voir ça au niveau continental, mais on n'a pas encore la gouvernance mondiale à l'échelle du problème que je viens d'exposer. Bon, ça c'est un avis personnel. Hein. C'est pas le consultant GIR qui vous parle de ça, c'est plutôt la casquette associative. Là. Mais, enfin, bon, on pourra en débattre aussi. Hein. Donc, là, je n'ai parlé que de la quantité, une petite couche supplémentaire pour dire qu'une eau en quantité suffisante n'est pas forcément mobilisable pour des raisons qualitatives. Donc, je ne parle pas de la qualité, mais n'oubliez pas que vient se surimposer à ces problèmes le problème de la qualité d'eau. Hein. Voilà.
Donc, les grands fondements de l'agir, ça y est, on les a à peu près en tête. Maintenant, on voit les défis, en fait. L'agir, ça va être un mouvement qui va essayer de limiter la casse des problèmes que je viens d'exposer tout à l'heure. Donc, un des grands problèmes de l'agir, ça va être satisfaire de façon globale et durable les demandes alors légitimes et raisonnées. Ça fait un peu sourire, c'est comme l'agriculture raisonnée. Qu'est-ce qui est raisonné? Dans quel cadre est-ce qu'on raisonne, etc. Bon. Le libellé, c'était ça, je l'ai gardé. Ça veut dire que dans chaque groupe, agriculture, domestique, etc., on doit débattre autour de demandes légitimes et raisonnées. Alors, où, qui, quand, quelle modalité? Bon, n'empêche que satisfaire de façon durable. Épurer les rejets avant recycler, oui, pour faire tomber le problème de la qualité à un moment, il faudra bien épurer. Préserver les systèmes aquatiques, on en a parlé, et puis prévenir les risques, érosion, sécheresse, inondation, etc. Alors, l'agir, pour faire tout ça, doit débloquer des situations qui restent très inquiétantes. Problème de pollution, de gaspillage, j'en ai parlé. Les approches économiques qui sont à la bonne échelle sont peu répandues. Les gestionnaires n'ont peut-être pas la compétence pour avoir la totalité du problème. Et puis, j'ai rajouté une phrase ici, moi, qui est comment est-ce qu'on intègre la gouvernance mondiale et où est-ce qu'on décide que, finalement, on a dépassé les bornes, quoi. Bon, pas du tout évident. Alors, le problème de l'économie, maintenant. Hein, il y a un petit zoom économique, là. Si on fait une relation, l'exemple a été pris, le PIB, donc au Zimbabwe, si on fait une relation avec ce qui est en blanc, là, qui est en gros le PIB du Zimbabwe depuis 1971 jusqu'à 2000, avec une courbe en bleu qui est la variabilité de la pluviométrie. On voit rapidement deux choses. C'est que chaque fois qu'il y a eu des inondations et une pluviométrie excessive, on fait plonger le PIB. D'accord? Et puis naturellement, chaque fois ici qu'on a des sécheresses importantes, c'est-à-dire que la courbe est déficitaire, on fait plonger le PIB. Autre représentation, le PIB est équilibré à peu près à ce niveau-là, chaque fois que la pluviométrie est constante. Donc l'exposition d'une économie comme le Zimbabwe est super dépendante de la pluviométrie. Il n'y a pas du tout d'effet tampon. On pourrait avoir des systèmes de régulation, de barrages, de réserves, d'alternatives entre mobilisation d'eau souterraine et d'eau de surface selon les régions, les époques. Non, ces pays-là sont totalement dénudés et sont exposés à la manière dont ils vont pouvoir mobiliser ou non la ressource. Donc, fragilité de ces économies. Maintenant, sur le plan économique, bien insister sur le fait que l'eau, c'est pas simplement un coût, ça peut être aussi un investissement. Les organismes mondiaux de santé disent, en gros, évaluent, là c'est Global Cost Benefit Drinking Water and Sanitation. Bon, bref, on a en gros, selon eux, pour 1 euro investi, ou $1 en gros, on a 8 euros de bénéfice. D'accord ? Donc c'est un investissement, ça peut être considéré comme un investissement. Et ces investissements, c'est quoi? C'est la chute des maladies hydriques, c'est la chute des décès imputables à l'eau, et en termes sociaux, c'est pour les jeunes filles et les femmes qui passent 3 à 4 heures en Afrique à aller chercher de l'eau, une alternative sur l'investissement de temps sociaux et économiques, etc. Ça, cette dimension-là, en termes économiques, elle est rarement posée dans les choix. Les leviers économiques qu'on a pour dégager des financements sur l'eau, c'est la règle des 3T, vous savez, les taxes, tarification et transfert. Bon. Et d'une manière générale, les grands organismes internationaux, Banque mondiale, FMI, etc., dans le mouvement libéral, privilégient de plus en plus la tarification. Avec une limite mondialement admise, c'est que généralement, le prix de l'eau ne devrait pas excéder 3% du budget des ménages. Là, une règle. Hein. Bon, ça, c'est un peu théorique, mais ça vous donne la limite quand même de l'exercice. Hein. C'est-à-dire que sur les taxes et les transferts, on peut avoir des leviers. Alors, si on a maintenant ces sujets économiques en tête, là, si on veut prendre de la hauteur par rapport aux enjeux de demain, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Aujourd'hui, les grands organismes internationaux nous disent qu'il faudrait, qu'on investit environ 75 milliards de dollars par an avec des investissements publics, 48 milliards du secteur public, 14 milliards du secteur privé, et le reste, c'est des aides au développement international. Donc, on voit que la part publique des 75 milliards est quand même très importante. Et si on fait demain c'est horizon 2030-2050, on en a parlé tout à l'heure des grands enjeux, on voit qu'on a un sacré gap, là, à peu près 100 milliards de dollars, qui vont manquer. Donc, parce que les puissances publiques ne vont pas investir à la hauteur de ce qu'on veut résoudre comme défi. Et l'agir, alors oui, sur le coût d'une eau aussi, dernier petit éclairage, qui va être lié avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les organismes, sur les transferts internationaux, le prix de l'eau. On a un coût direct que tout le monde peut comprendre. Hein. C'est les frais financiers, les salaires, les frais de fonctionnement, les usines, etc. Ça, c'est facile à comprendre. Les coûts environnementaux, c'est un peu plus difficile, parce qu'il faut être capable d'attacher un coût à une valeur environnementale, patrimoniale. Ça, c'était... Bon. Et puis, il y a le coût, j'allais dire, d'opportunité. Par exemple, dans une économie mondialisée qui va faire des grands ouvrages hydro-agricoles au Pérou ou en Afrique pour faire une culture de rente, donc d'exportation. On peut considérer que le coût de l'eau exportée à travers l'eau virtuelle, c'est un manque à gagner de coûts qui aurait pu être mobilisé nationalement pour faire de l'électricité ou de l'eau potable, etc. Donc l'analyse économique, c'est aussi ça, c'est le coût d'opportunité. Qu'est-ce qu'on a pénalisé dans le pays où on a mobilisé de l'eau de cette manière-là et qu'on n'a pas fait? Donc c'est aussi une manière de voir un coût économique, ça. Bon. Donc vous voyez, c'est des notions quand même complexes. Et généralement, force est de constater que dans les grandes décisions économiques, on ne va jamais aussi loin que ça. Hein. Tout ce que je vous ai dit là sur le coût, l'euro investi, les 8 euros au point de vue sanitaire et santé, les coûts environnementaux, les coûts d'opportunité, etc., c'est rarement fait. C'est rarement fait. Bon, sans faire de provoque, ce qui se passe actuellement chez nous dans le Tarn, sur le barrage, je fais pas de... Bon, mais on est à peu près là-dedans aussi, quoi. Hein. On n'a pas été au bout du raisonnement, quoi. Hein. Bon, je clôt le sujet. Financement des programmes, donc les financements des programmes, eh bien ça va être toute la mobilisation de ce que je vous ai dit, hein, avec notamment au niveau des comités de bassin, notamment à travers des tarifications d'eau, une capacité de mobiliser de l'argent et puis de faire de la programmation. Ça, c'est fait localement. Et puis on a au niveau national, voire international, des circuits de fiscalité environnementale qui là sont des sortes de barrières qui vont permettre d'abonder aussi les budgets différents pour faire de la programmation. Les cadres donc de coopération, puisqu'on voit qu'on aura un défi demain, puisqu'on voit que les financements ne suffiront pas, première réaction, l'agir a pour but de rationaliser la gestion de l'eau. On va essayer de faire en sorte que la mobilisation de l'eau qu'on va réussir à traiter soit plus efficiente. Alors, la réponse, c'est une réponse institutionnelle et politique. Hein, puisqu'elle ne va pas être financière, ou au moins la réponse financière va être limitée. L'effort qui a été fait dans l'agir, dans le concept de l'agir, c'est optimisons les institutions et les politiques. Alors, comment est-ce qu'on fait ça dans le monde? Premier constat, quand on regarde une map monde, on voit que de nombreux fleuves, lacs, ou les aquifères, j'ai parlé tout à l'heure des aquifères ici, sont partagés et ne connaissent pas les frontières. Une rivière, le Danube, le Niger, l'Amazone, bon, voilà. Hein. Il s'écoule, il y a plusieurs pays, il y a des contraintes, le petit collègue fait un barrage, la recherche d'or, il salope la ressource, etc. Bon, à un moment, tout ça est cause de difficultés financières. Est-ce qu'on peut imaginer des tables rondes, des discussions de gens au niveau continental qui vont finalement sur la table essayer d'optimiser ça? Voilà, c'est l'idée qu'il y a derrière ça. Alors, cette idée-là est née de ce que je vous ai dit tout à l'heure. La France, 64, l'Europe, la DCE, et le RIOB. Et RIOB, c'est Réseau international des organismes de bassin.
Alors, petit cocorico quand même, hein, la France a été largement à l'origine de ces idées-là. Et le RIOB, qui appartient à l'Office international de l'eau, est le bureau, entre guillemets, de vente de ces politiques-là au niveau mondial. Donc, des fois, la France, ça ne marche pas. Quand ça marche, je crois qu'il faut le dire aussi. Hein, voilà. Donc, cette idée-là, c'est largement exportée dans l'ensemble du monde. Et on a créé, à travers les RIOB, les réseaux internationaux d'organismes de bassin, des grands pôles continentaux, vous voyez que ce n'est pas mondial encore, des grands pôles continentaux qui sont de quelque part des logiques de gestion d'eau. Celui que je connais un peu, c'est le réseau européen, qui est lié à la directive cadre sur l'eau, où le RIOB local, qui s'appelle Euro, prend les pays qui sont sur le marchepied de l'intégration européenne. J'avais fait une mission en Ukraine, par exemple, et l'idée, c'était de voir comment est organisé leur système d'eau, quelles sont les normes, dans quel état est l'infrastructure, et si demain on leur appliquait les mêmes normes qu'aux normes européennes, DCE oblige, quel est le gap et quel est l'investissement à faire. Bon, voilà. Donc la logique de ce réseau RIOB ici européen, c'est celui-là, un système d'intégration. Le système africain, il est plus lié à des histoires de sécurité alimentaire. En gros, l'environnement, ils s'en foutent, pour être clair, hein, puis c'est pas la priorité. Hein. L'environnement, c'est un luxe. Hein. Avant de faire de l'environnement ici, il faut vivre. Bon. Donc là, c'est la logique des mobilisations, notamment agricoles, des révolutions vertes, comment est-ce qu'on organise ça, etc. Bon, voilà un petit peu. Chaque groupe de réseaux a sa connotation, mais tous fonctionnent sur le principe de l'agir. Hein, voilà. Donc, les solutions techniques pour améliorer les différents problèmes qu'on vient d'exposer existent, mais dans tous ces réseaux-là, on constate que c'est d'abord des problèmes d'organisation institutionnelle, de démocratie, de décentralisation, d'approche sectorielle qui persiste, de contrôle peu développé, d'absence de cadre normatif, de moyens de police des eaux ou de gouvernance qui sont encore faibles, aussi des manques de garanties financières et de moyens, bien sûr, mais retenez que dans tous ces réseaux internationaux, quand des difficultés persistent, elles sont principalement d'ordre institutionnel. Ce n'est pas de la technique, c'est un peu du financement, c'est de l'organisation. Voilà. Alors, l'expérience acquise dans l'agir dans ces différents espaces-là montre que ça marche, en gros, et permet d'affiner que la gestion intégrée peut marcher à l'échelle des bassins versants locaux, internationaux ou transfrontaliers, on l'a dit. Il faut s'appuyer sur des systèmes de gestion intégrée d'information, quantité, qualité, affluents, ensemble, schéma directeur, SDAGE, etc. Tous ces outils-là, il faut les mobiliser. Et puis, on arrive, une fois qu'on a ça, à organiser des programmes d'investissement pluriannuels qui vont permettre de mobiliser des financements, principes pour leurs payeurs, etc. Et donc, avec notamment l'implication des usagers. Je pense notamment en Afrique, tous les projets qui sont financés et qui ne sont pas liés à une implication des populations, ce qu'on appelle les éléphants blancs. Il y a un tas d'ONG qui investissent à tour de bras, n'importe quand, n'importe comment. J'allais dire, ils se font plaisir, c'est très bien, ça occupe les gens. Bon, dans la pratique, ça ne marche pas. Beaucoup ne marchent pas. Et donc, l'idée, c'est bien d'associer à un projet une structure de gestion et puis un équilibre financier, un entretien, etc. Alors maintenant, une fois vous avoir fait un petit peu survoler le globe, je reviens au territoire, là, à Nantes. Concrètement, pour nous, pour les gens qui connaissons le coin, là, j'ai repris un bassin fictif et puis je vais essayer de vous donner 2 ou 3 images de ce qu'a réellement apporté dans la pratique nantaise ces systèmes-là, avec des gens qui ont connu. Hein. Typiquement, ça a été le SAGE Loire-Estuaire qui a associé l'Erdre. Et par exemple, sur l'Erdre, qu'on ait réussi progressivement à faire de l'Erdre une nouvelle réserve d'eau potable pour Nantes. On l'a fait pourquoi? Parce que la qualité avant, on ne la maîtrisait pas. Et à travers les SDAGE et les SAGE, on a mobilisé de manière cohérente
l'ensemble des usagers, agriculteurs, industriels, collectivités, et on a insisté pour faire des programmes prioritaires de protection des rives, etc., etc., etc. Et à un moment donné, c'est devenu assez sécuritaire cette démarche pour dire, si on a un accident majeur sur la Loire, l'herbe devient une ressource. Elle devient une ressource en quantité et aussi en qualité, parce que on a, bon, pas la totale assurance, mais on a fait les efforts pour anticiper les problèmes de dégradation de la ressource. Voilà. Deuxième exemple, qui est un exemple, j'allais dire institutionnel, pour les plus vieux d'entre nous, on a connu à Nantes le service d'eau et d'assainissement. Eau usée, eau potable, séparée. Bon. Eh bien, dans les années 2000, on a eu à Nantes une direction du cycle de l'eau. Avec les programmes Neptune, on en parlait tout à l'heure, qui se sont succédés. Et à un moment donné, l'organisation des services eau et assainissement, ils se sont dit, mais attends, on travaille sur la même chose là. Il y a un moment, il faut que le cycle de l'eau urbain soit posé dans une totalité et on fait une direction du cycle de l'eau. Voilà. Deux exemples qui paraissent évidents, mais qui sont des réponses progressives, pragmatiques, à effectivement le fait que cette culture a concrètement diffusé là. Hein. Voilà. Donc je voulais revenir un petit peu avec les pieds sur terre, vous dire que c'est pas que du discours. À un moment donné, ça prend du temps. Hein. Ça a pris quelques années, mais on a réussi à mettre tout le monde. Et puis je finirai par un dernier éclairage, l'agir et la technique. J'ai encore 5 minutes. L'agir et la technique pour dire, qu'est-ce qu'il y a au fond? Ce que je disais tout à l'heure, vous prenez l'exemple du verre d'eau. Il y a un moment donné, dans la technique, on va considérer qu'on ne s'adresse plus seulement à l'eau, mais à un équilibre. Vous avez la rive, ici la rivière, vous avez le substrat, la rive, les arbres, vous avez le poisson, et à un moment donné, ce système-là, qu'on appelle l'état écologique, qui est l'eau, le verre et tout ce qu'il y a autour, le territoire, eh bien, c'est en équilibre, et qu'à partir du moment où on a un équilibre naturel, si l'équilibre naturel est garanti, tous les usages vont être permis avec un minimum d'investissement. Donc tout le monde investit globalement, collectivement, dans le bon état écologique. Et on évite d'avoir des pompages qui vont coûter très cher parce que l'eau est dégueulasse, d'aller chercher très loin l'eau parce que l'eau n'est pas disponible. Et voilà, c'est le sens, le fond de la directive cadre, hein, avec un principe. Une fois qu'on a gagné une classe de qualité, les politiques doivent interdire de redescendre d'une tranche. On doit aller que vers le haut. Et on vise plutôt les classes du haut. Donc c'est la qualité des milieux naturels qui devient un patrimoine de développement durable. Voilà. Le message principal, hein, c'était celui-là, avec effectivement, de manière mondiale ou de manière locale, un ensemble d'empilements d'organismes qui vont être dépositaires de ces cultures-là, qui va lier le local au global en disant on va essayer que tout ça fonctionne dans le même sens. Alors, les protections de base, quand vous regardez tous ces items, là, vous regarderez que c'est principalement des arguments qui sont de l'ordre, on va dire, de l'autorité administrative. Hein. Législation, police des eaux, surveillance, alerte, protection, planification, financement, tout ça, c'est des fonctions régaliennes, ça. Donc, qui prouvent bien que pour que l'agir fonctionne, c'est d'abord du régalien, de l'administratif, de l'organisation. Hein. Après, on trouvera un minimum de technique, on trouvera ce qu'il faut. Il y avait un directeur de l'eau qui était en Seine-Normandie, qui disait « on gère pas l'eau, on gère la complexité », en fait. Donc, on retrouve ça un peu dans ces tableaux-là. Alors, il faut quand même, sur le plan technique, s'appuyer sur des bases qui sont solides, qu'on appelle la métrologie, ou le monitoring en anglais. La métrologie, c'est la science de la mesure. À un moment donné, si on veut bien gérer ce patrimoine qu'est l'eau dans sa complexité, hein, quantité, qualité, biologie, les équilibres, etc., eh bien, il faut vénérer, et ça aussi, c'est peut-être une faille technique, peut-être des pays qui se développent, elles n'ont souvent pas la complexité de ces mesures-là. Hein, où les prélèvements, les analyses, les laboratoires produisent des données qui sont standardisées. Après, on a une puissance de traitement, de rapatriement, d'échange, des banques thématiques, etc. C'est très lourd comme système et ça ne devient opérationnel qu'au bout de quelques années, quand ce système-là commence à donner des tendances. Hein, puisque c'est assez riche, à un moment donné, on dit « Ah,
Là, on est sur une pente ascendante, descendante, mais là, c'est un investissement de 15-20 ans. En Loire-Bretagne, c'est des millions de données pour l'agence Loire-Bretagne, qui existe depuis depuis pratiquement 50 années. Donc vous voyez un petit peu la difficulté de gestion. L'idée, à un moment donné, donc avec ces outils-là, c'est d'avoir une représentation dans le futur en disant aujourd'hui nos problèmes sont de telle nature, l'erdre, etc., notre organisation, elle est foireuse, on va essayer de l'améliorer. Demain, vers quoi on veut aller? Eh bien, on a cette capacité de projection que si les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure sont fonctionnels et sont intégrés au niveau d'un bon niveau de gouvernance. Ça, c'est une difficulté. Voilà. Et un petit peu, bon voilà, là, une des dernières diapos. Si on veut faire de la programmation, il faut être capable de mesurer la tendance vers quoi on va. Est-ce qu'on se dégrade? Est-ce qu'on va vers le haut? La pente de l'avion, est-ce qu'on va atterrir? Est-ce qu'on va décoller? Voilà. Et puis, l'impact d'une politique que je mets en plus, combien il va me coûter et quel changement final je vais avoir au bout. Et ça, sur des milieux vivants et naturels comme l'eau, c'est très difficile à avoir. C'est déjà difficile à avoir dans les politiques normales. Sur un milieu vivant tel que l'eau et aussi complexe que celui que je vous ai décrit, c'est assez difficile à avoir. Voilà, est-ce que j'ai été dans les temps? J'espère. Merci. Donc l'échange est ouvert. Qui se lance pour poser la première question? Oui, André Hubert. Merci beaucoup. André Hubert-Ménard du Conseil de développement. C'est tout à fait passionnant tout ce que vous nous avez dit. Alors évidemment, la tentation, c'est de chercher ce que vous n'avez pas dit. Et l'eau, il y a l'eau terrestre, j'ose dire, et il y a l'eau maritime. Alors vous n'avez pas traité la gestion intégrée des zones côtières, etc. Mais si vous aviez le temps, ce serait peut-être intéressant de mettre les deux en liaison. C'est-à-dire comment on gère les zones côtières et en particulier en fonction des apports continentaux, terrestres. Voilà. D'autre part, et je voulais dire que il y a un lien entre les documents que vous nous avez cités, qui sont les âges et les sages, les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, et la planification urbaine. Tout le monde ici sait que c'est un de mes dadas, mais c'est fondamental. Ceux qui élaborent des SCOT et des plans locaux d'urbanisme doivent tenir compte, je dis ça pour l'Assemblée, doivent tenir compte des objectifs des SDAGE et des SAGE. Ça va de soi. Ce qui fait qu'en France, on est quand même arrivé à une assez bonne, semble-t-il, intégration, justement, de tous ces instruments avec la planification, l'aménagement et l'environnement. Et enfin, dernier point, vous nous avez fait une présentation, j'allais dire, un peu soft des aspects internationaux. Bien évidemment, l'eau est un élément conflictuel considérable. C'est-à-dire que c'est un objectif stratégique et que les États voisins soit se mettent plus ou moins d'accord, c'est plutôt le cas de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, soit au contraire sont en conflit à propos de leur politique de l'eau, chacun voulant en utiliser un maximum. Et je prends le cas, à mon avis, l'un des plus dramatiques, c'est Israël, la Palestine, la Jordanie et les pays voisins. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez le temps de réagir à tout ça, mais je vous remercie de votre intervention. On prend une question à la fois? Oui, on va le faire, parce que comme il a quand même posé 3 questions, on va répondre, vous allez essayer de répondre aux 3 questions. J'ajouterai d'ailleurs, dans la suite de ce qu'a dit André Hubert-Ménard, concernant l'océan, vous n'avez pas évoqué les questions de dessalement qui peuvent à un moment aussi intervenir dans ces cycles-là. Là, alors pour le dessalement, on rentre dans une question un peu technique. Je pensais que c'était pas tout à fait on peut en parler. Alors sur les océans, c'est vrai. La directive, alors Roger, tu vas me reprendre, c'est directive K, stratégie maritime et stratégique du milieu marin.
Voilà. Bon, bref. Donc la directive cadre a eu un pendant attaché immédiatement, qui est le volet littoral. Bon, je l'ai pas traité, mais il est fortement renseigné. Il est même assez complexe. Il demande aussi des moyens. On retrouve les mêmes problématiques, qui est la capacité de décrire un milieu global. Pas que l'eau, mais le contenant et le contenu. Donc, vous voyez bien, à partir du moment où on va aller sur le littoral, essayer de caractériser à travers les problèmes de courantologie, d'échange du substrat et de la colonne verticale, des apports, j'allais dire, terrestres, etc. C'est un milieu qui est très complexe, mais peu importe, la directive prend ça en compte. Et on va dire en Europe, c'est relativement bien traité. Ailleurs dans le monde, force est de constater que c'est quelque chose qui est un peu anecdotique, ces histoires-là. C'est fait simplement peut-être dans les estuaires où des villes importantes ou des zones de pêche importantes sont attachées manifestement à une pollution. Mais globalement, je n'ai pas connaissance, en tout cas, de tels schémas mondiaux. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop parlé de ça. Donc la réponse est oui en Europe. Ailleurs, la relation terre-mer, elle paraît bien lointaine. Elle est plutôt, j'allais dire, macroéconomique, par des zones d'exclusion maritime où là, on est dans les 200 000 ou dans les 100 000, je me rappelle plus. Enfin, dans des zones très très vastes où là, ce sont les intérêts économiques qui sont en jeu, mais on n'est pas à la finesse d'analyse des relations de pollution, etc. Ça, c'est un point. Les schémas, oui, les schémas urbains, etc. Oui, bien naturellement. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Et sur les hydroconflits, oui, la Palestine et Israël. Bon, Israël, pour être clair, vous m'avez reproché d'être pas assez clair. Israël utilise l'eau comme une arme de guerre. C'est pas la peine d'aller autour. Voilà. Mais il y a d'autres zones. Les États-Unis par rapport au Mexique tiennent aussi une partie du Mexique, j'allais dire, par la quantité. Bon, il y a un tas de zones. Le Tchad, le lac Tchad, il y a des problèmes aussi. Enfin bon, il y a un tas de coins où on prétendait aussi, à un moment donné, du temps de Kadhafi, réalimenter le lac Tchad par l'Oubangui Chari. Enfin bon, il y a des gens qui sont prêts à tordre significativement la nature pour en tirer des profits. Donc on trouve ça partout. Mais vous avez raison de faire la remarque. Oui. Alors sur la désalination, dans le pourtour méditerranéen, et notamment à Alger par exemple, on retrouve des grandes usines de désalinisation. La mémoire que j'avais, moi, c'était que ça coûtait très cher sur un plan énergétique à un moment. Il semblerait que ça soit amélioré un petit peu, mais on reste quand même dans des mobilisations d'eau qui sont encore significativement plus chères que la mobilisation d'eau normale, quoi. Oui, Alain Le Hénard, Conseil Développement. Moi, je voudrais faire un focus sur la Bretagne. Bon, j'ai une maison sur les bords de la rade de l'Orient. Près de chez moi, il y a 10 ans, il y avait une belle vasière qui avait une couleur grise. Bon, maintenant, de plus en plus, elle est de couleur verte. Bon, c'est un problème qui est général sur les côtes de Bretagne, et je voudrais savoir quels sont les paramètres de l'équation qui font que on n'arrive pas, en fait, à éradiquer ce qu'on appelle les algues vertes et tout ce qui est autour de tout ça. C'est quelque chose qui me paraît relativement simple, mais écoutez, vous qui êtes un sachant, expliquez-moi pourquoi c'est pas aussi simple que moi je le pensais en tant que simple citoyen. Pour être très rapide, puisqu'on ne va pas rentrer dans la technique, mais c'est un problème politique, C'est un problème politique. C'est à un moment donné, il faut que quelqu'un tape sur la table par rapport à un modèle de production agricole, et puis on le fait pas. Voilà, c'est pas. Enfin, je parle sous le contrôle d'autres, mais après on peut faire de la technique. On peut dire à quel niveau il faut descendre. Ce qu'on a fait dans les agences de l'eau. Les agences de l'eau n'ont pas la capacité, je vous le rappelle, à peser dans le débat politique, j'allais dire, d'orientation d'activité économique liée à l'eau. Elles peuvent réagir sur des solutions techniques. Elles peuvent pas dire l'eau doit être privilégiée, de manière privilégiée, attribuée à l'agriculture, à l'industrie, etc. Avec la DCE, on est plutôt dans des obligations de partage, comité de bassin, on en débat. Bon. Et l'agence de l'eau avait essayé, il y avait Bretagne eau pure, il y a eu des tas de programmes qui ont été faits où on a essayé d'affiner les choses d'un point de vue technique en disant on ne met pas en cause le modèle,
c'est pas un problème, c'est pas notre problème. On met en cause les modes, les pratiques culturelles, et si vous voulez continuer à pratiquer comme ça, voilà ce qu'on vous propose de faire. Alors les bandes enherbées, les haies, les talus, les accords de bassin, enfin tout ce que vous voulez, etc. Bon, mais à un moment donné, ces solutions techniques, il faut qu'elles soient appuyées sur le plan politique par quelqu'un qui dise on vous a fait des recommandations, vous ne le faites pas. À un moment donné, il y a un point sur la table, et puis une prune, et puis une amende, et puis voilà. Bon, mais ça. Alors les amendes, des fois, elles sont menacées par Bruxelles. C'est intéressant d'ailleurs. Hein. Souvent, le gouvernement français est en situation délicate vis-à-vis de ces problèmes-là, plus vers Bruxelles que vers les populations locales. Hein. Donc là aussi, l'Europe, on n'a pas... Des fois, ça a du bon. Hein. Bon. Oui, Jean-Marie Lavaux. Dans la catégorie d'usage de l'eau pour l'industrie, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de l'eau pour la production de gaz de schiste ? Je n'ai pas d'opinion particulière là-dessus. Je n'ai pas été confronté à ça, donc je ne vous réciterai entre guillemets que ce que j'ai entendu dans les débats, donc je n'ai pas la réponse là. Je ne peux pas inventer une réponse que je n'ai pas. Jean-Pierre. Jean-Pierre Branchereau, je représente le Mouvement national de lutte pour l'environnement au Conseil de développement. Alors j'ai deux questions, une à l'échelle globale. Il y a de quelques années à Marseille, il y a eu un forum mondial de l'eau et un forum alternatif de l'eau, donc dans la même ville. L'un préconisait, si j'ai bien compris, la gestion de l'eau à l'échelle mondiale par le marché, et l'autre considérait que l'eau était un droit fondamental de l'être humain. Alors je voulais savoir si vous pensez qu'on peut gérer l'avenir de l'eau par le marché. Première question. Deuxième question, alors à l'échelle locale. Voilà 10 ans qu'on a attiré l'attention des pouvoirs publics à Nantes sur les problèmes des nappes phréatiques. En gros, la question se pose selon nous de la manière suivante. On densifie la ville pour éviter l'étalement urbain. Moyennant quoi, on fait des parkings, un étage ou deux, et comme les nappes phréatiques sont superficielles, puisqu'on est sur des roches anciennes, on met des pompes de relevage et on balance l'eau dans l'Erdre ou dans la Loire. Alors, est-ce que c'est un vrai problème ? Après tout, c'est une dérivation du circuit, du cycle de l'eau, c'est peut-être pas très grave. Ou est-ce que vous pensez que c'est un vrai problème ? Voilà les deux questions à deux échelles différentes. Bon. Alors, sur la première question quand même, qui est une question un peu de fond là, je crois qu'il y a souvent des confusions sur la gestion de l'eau et sur la gestion des services de l'eau. Loi sur l'eau de 92, je l'ai dit tout à l'heure, article 2, l'eau est un patrimoine de la nation. Donc l'eau n'est pas une marchandise. Et dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, je connais voir en Amérique latine, tous les pays africains francophones ont dérivé leur législation d'eau des expériences françaises. C'est copier-coller, des fois c'est complètement creux parce qu'ils ont pris le truc, ils n'ont pas les moyens, mais l'inspiration est la même. Hein. Et donc l'eau, généralement, est un patrimoine qui ne se délègue pas. Le service de l'eau peut lui être concédé, faire l'objet de délégation de service public et peut lui être mis dans le secteur marchand. Donc il y a une nuance par rapport à ce que vous avez présenté tout à l'heure. C'est pas l'eau qui est privatisée. Ah ben non, l'eau n'est pas privatisable. L'eau n'est pas privatisée. Oui, enfin, on peut considérer c'est le service de l'eau. Dans ce cas-là, on peut considérer que c'est pas l'eau qui est un droit, c'est le fait de pouvoir consommer l'eau dans des conditions sanitaires correctes. Voilà, alors je voulais venir à là. Le vrai problème, c'est l'accès à l'eau, l'accès aux services. Mais donc, je voulais faire un point un petit peu de précision. L'eau et les services attachés à l'eau. Et ce qui est posé comme problème, c'est souvent les modalités d'accès à l'eau selon la nature des services et le prix. Et on revient à la règle des 3T, là. Est-ce qu'on fait de la tarification ? Est-ce qu'on fait des aides ? D'où est-ce que ça vient ? Où sont les équilibres, etc. Bon, ça, donc c'est un vaste sujet. Globalement, quand même, on assiste, d'un point de vue mondial, au fait que de moins en moins, cette confusion a lieu et on parle des problèmes de délégation de services. Hein, avec des problèmes de contrôle de ces délégations de services. En France, par exemple, je me rappelle quand j'ai commencé à bosser, on avait des durées de délégation de services
qu'on appelait emphéotiques, si je me souviens bien, s'il y a un juriste, il pourra me dire, mais qui étaient c'est pas 99 ans, un truc comme ça? Bon, qui étaient des trucs complètement fous, quoi. Hein. Bon, maintenant, de mémoire, là aussi, je suis pas spécialiste, je crois que c'est 5 ans, 6 ans, maximum. Et d'une part. D'autre part, quand on regarde mondialement, et en France, la puissance des groupes qui faisaient de l'exploitation, depuis quelques années, une dizaine d'années, on voit une reprise en main un peu généralisée des régies d'eau par rapport à ces services d'eau, à tel point que beaucoup de grands groupes tentent de s'implanter à l'étranger maintenant. Bon, alors, sur ces régies d'eau, et en partie par rapport à la problématique que vous soulevez, certaines villes, je pense, alors je crois que c'est Rennes, il y a une ville dont j'oublie le nom, font ce qu'on appelle des tarifications sociales. C'est-à-dire qu'il y a un minimum, en moyenne, un usager est réputé consommer 120 mètres cubes d'eau par an à peu près. Hein. Je crois que dans cette tarification sociale, il y a un bloc de base de l'ordre de 40 mètres cubes qui est délivrable obligatoirement sans rétribution financière. Donc, quand il y a des régies, certaines commencent à pratiquer le prix social entre guillemets de l'eau pour assurer un minimum de services. Donc c'est faire la part des choses entre l'eau et les services de l'eau, et deux, dans les services de l'eau, on peut trouver des solutions par rapport à ces problèmes d'accès à l'eau qui commencent à voir le jour, quoi. Pierre, oui. Oui, votre exposé était tout à fait passionnant, et je crois qu'il pourrait être développé y compris dans les écoles ou ailleurs, mais bon, il y a des choses là-dessus qui ont été bien écrites. On voit notamment, ça pose la question, vous l'avez bien exposé, sur l'agriculture, c'est-à-dire cette agriculture qui représente, c'est ça, 70% de la consommation mondiale de l'eau. Et en ce moment, si vous prenez les journaux et tout, c'est la journée justement des problèmes climatiques, et le GIEC, il y a plein d'émissions là en ce moment, et on voit bien à la fois comment le réchauffement va entraîner des conséquences diverses d'ailleurs, avec des endroits où au contraire il y aura plus d'eau, des endroits où il y aura moins d'eau, sauf que il y aura des variations apparemment selon les périodes de l'année, ou même entre les années, etc. Tout le monde attend El Niño, avec des conséquences tout à fait dramatiques potentielles. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très important, et ça pose la question, évidemment, du modèle de développement agricole. C'est-à-dire, on le voyait un petit peu par rapport aux thématiques de la qualité des produits, des conséquences sur les sols, etc. Mais là, vous le montrez au travers du problème des ressources en eau. Et ce qui était aussi très, très intéressant, c'est finalement cette exportation ou cette vente de l'eau au travers la production agricole. J'avoue que c'est la première fois que je le perçois aussi nettement, effectivement, là. Cette notion, j'ai oublié de le dire, est apparue il y a 10 ans seulement. Oui, c'est ça, c'est assez récent. Oui. Cette notion est apparue il y a 10 ans seulement, et donc postérieure à l'AG, etc. Oui, et donc là, ça nous amène au-delà des questions locales, etc. On n'est pas dans des endroits où on sera en manque d'eau, etc. Mais en Afrique, on voit bien les conséquences multiples. Et dans les grandes zones de tension, précisément... En Vendée aussi. Oui, mais oui, bien sûr. Oui. Mais je vais dire au niveau de l'Afrique, à la fois une superposition entre les tensions, entre l'affrontement monde islamique, etc. Mais l'eau n'est jamais très loin, bien entendu, qui contrôle là-dessus. Et donc c'est vraiment une question compliquée, et c'est le modèle, un des modèles de développement de l'agriculture par rapport à cet usage quand même massif de l'eau. Il suffit de regarder autour, aussitôt qu'il y a un petit peu moins d'eau, on arrose massivement, et toute cette eau, on va la retrouver. Et vous parliez, tu parlais tout à l'heure de la question des algues vertes, et là, quand il y a eu disons une commission, etc., qui s'est développée avec des analyses assez fortes en Bretagne, là-dessus, la réponse des autorités, des agriculteurs, ça a été net, pas question de nous embêter, et évidemment des responsables politiques, pas question non plus, là, on a battu complètement en retraite. Et en fait,
c'est le problème de cet équilibre entre l'intérieur et l'océan, bien entendu, avec des conséquences multiples, mais arriver à une vision un petit peu globale, comme vous l'avez fait, pour différentes activités économiques et humaines, c'est quand même un gros problème. Hein, c'est une inquiétude sur le long terme, bien entendu, avec sous-tendu cette question du réchauffement, bien sûr, de la planète, où maintenant, pratiquement, il n'y a plus grand monde qui conteste cette évolution. Donc sur l'eau et sur les réserves, les conséquences seront sans doute très, très considérables. Je ne sais pas si, vous l'avez évoqué, si dans tous ces travaux, quel est un petit peu l'impact de ce réchauffement sur la question justement des ressources un petit peu en eau. Alors, oui. Non, allez-y. Sur ce sujet-là, qui est un sujet majeur, les grands organismes mondiaux, l'ONU, etc., ce qu'on appelle les objectifs millénaires du développement, les objectifs de développement durable, etc., bon voilà, tout le monde réfléchit là-dessus, et un des pôles importants, c'est l'adaptation climatique aux enjeux donc du réchauffement, etc. Ça se traduit concrètement, ça sur le terrain. J'ai 2 exemples en tête. En Afrique, c'est la sécurité alimentaire par l'adaptation notamment des systèmes de culture au changement climatique, et puis aussi par la mise en jeu de circuits économiques globaux, notamment de stockage et de complémentarité de pays dans le cadre de la CEDEAO, etc., où effectivement, j'avais en tête par exemple que le sorgho au Burkina Faso, selon que vous le cultiviez en zone subsahélienne, ou sahélienne, les efficiences de l'eau, c'est 1 à 10. Donc à un moment donné, ce qu'il y a derrière ces systèmes de veille environnementale, c'est d'essayer petit à petit d'organiser en gros les productions agricoles par rapport à des localisations de ressources en eau et d'efficience en eau. Donc c'est un vaste sujet, ça. C'est parce que les pratiques culturelles des gens, c'est ancestral, ça. Chacun est attaché à son revenu, etc. Et donc il y a des grands programmes comme ça qui sont liés à l'adaptation donc de la production aux cultures climatiques. Alors je pense qu'il y avait un météorologue là. J'avais une question à poser moi, si je peux. En Afrique, la CIF, donc système de veille environnementale, j'ai cru comprendre que ils avaient l'air d'anticiper des évolutions climatiques annuelles pour organiser les semences. C'est-à-dire qu'ils prévoiraient, j'ai peut-être mal compris, vous allez me dire si c'est possible, ils prévoiraient par exemple du maïs parce que l'année qui suit est réputée relativement humide, ou du sorgho ou du mil parce que, etc. Est-ce que c'est possible, 1 an à l'avance, dans des zones assez importantes, de prévoir les pluviométries à cette échelle-là? Je ne sais pas. On fait la même chose avec El Niño. Oui. Avec El Niño pour l'Amérique du Sud, c'est des phénomènes donc Annuel, annuels, et vous avez les mêmes choses avec les moussons au niveau du Sahara. C'est des choses qu'on prend en compte, oui, on est capable de faire. Bon, donc, vous voyez, annuel, je dirais pas annuel, mais bon, sur plusieurs mois. Oui. Enfin là, le pari, c'était l'ensemencement et les cultures qui sont le plus en plus adaptées, si possible, aux prévisions météo, quoi. Donc, pour répondre à monsieur, là. Avec des circuits économiques de stockage aussi. Hein, et donc le fond, c'est la sécurité alimentaire. Hein. Bon, dans le réchauffement, ce qui est quand même, j'ai envie de dire, ça va être de plus en plus, on va avoir des phénomènes de plus en plus extrêmes, quoi. Puisque ce que montrent les modèles, c'est que des zones qui sont aujourd'hui déjà bien arides, bien sèches, vont l'être encore plus demain. Et des zones qui sont déjà bien humides vont l'être encore davantage demain. Donc oui, alors la carte, vous avez dit la France, ça devrait être... c'est plus compliqué chez nous, quoi. Quand vous regardez plusieurs modèles, c'est un peu pour ça que je représente Météo France, on est très prudent sur les pluies, ne serait-ce que au niveau de la France. Parce qu'en fait, quand on étudie tous les modèles qui font des simulations d'évolution climatique, la France, on se trouve être on est sur la limite.
on est sur la charnière, donc est-ce qu'on va être plus au nord, plus au sud, donc c'est un peu... On voit que la limite, Là, voilà, je sais pas. Là, on est vraiment chaud, là, mais bon, c'est pas aussi franc. Moi, j'ai d'autres documents. Mais voilà, et sur les pluies, oui, on est. Par contre, on va avoir plus, je pense, de périodes sèches, avec des stress hydriques plus fréquents, et ça, c'est des choses qui. Donc, en période d'étiage, notamment, donc. Et des choses qui vont nous amener évidemment à s'adapter, quoi. Oui. Oui, je voulais vous poser une question sur le gaspillage des circuits d'eau, même dans des pays du Sud. Alors j'ai assisté, il y a eu 2 ans, je crois maintenant, il y a eu le Forum des droits de l'homme à Nantes. Je ne sais pas si vous avez assisté à tous les débats sur l'eau. Oui, et donc il y avait justement un débat très vif entre ceux qui étaient partisans de remettre en cause l'autorité ou le management des sociétés privées sur le service de l'eau et les conséquences que ça avait justement avec l'augmentation de l'urbanisation. Alors est-ce qu'il y a un chiffre sur cette perte de l'eau qui va toucher tout le monde ? L'autre question que j'ai à vous poser, c'est une observation que moi j'ai faite sur la pollution de l'estran. Alors, j'ai installé des parcs éoliens sur le Poitou-Charentes et j'ai fait une étude sur le marais Poitevin. Il y a eu des grandes tempêtes en 96-97 et j'ai constaté donc sur une façade à peu près de 10 km, accidentellement, qu'il y a eu des grandes marées qui ont débordé les digues et qui sont remontées presque à 1 km de la ville de Maran. Et 10 ans après, il y avait une perte énorme de productivité de l'herbe, encore plus sur le blé. Mais plus curieux, c'est que la pollution de l'estran a fait rentrer de la pollution sur les terres. Et à chaque fois qu'il pleut, ça se déverse. C'est-à-dire concrètement, il y avait Maran ou sur La Rochelle, il y a eu une zone, vous la connaissez peut-être, donc il y a une zone à l'échelle d'une commune qui était polluée aussi par de la pollution industrielle, enfin des métaux lourds, etc. Et bon, je ne vais pas dire ce que je pense, mais dans l'élévation de la température, on oublie la fonte de toute la Sibérie. Moi, je suis très pessimiste et donc je me pose la question, non pas d'une évolution graduelle qu'on pourrait, par rapport à ce qu'a fait le GIEC là, il y a 48 heures, je pense que brusquement, on va avoir des phénomènes extraordinaires de tempêtes qui vont complètement, d'ici 10 ans, et on n'a pas le temps de dépolluer l'estran. Alors je voudrais savoir s'il y a une politique ou une réflexion sur cette pollution de l'estran qui peut remonter par les tempêtes et toucher le littoral. Et vu ce qui s'est passé aux États-Unis sur le bas du Mississippi, autour de New Orleans et sur New York, est-ce qu'il n'y a pas là un danger de repolluer tous les fleuves et rivières du littoral par cette pollution qui n'a pas l'air d'être prise en compte, c'est-à-dire celle de l'estran? Alors, le gaspillage et puis les pollutions de l'estran. Alors, sur le gaspillage, les agences de l'eau, et Loire-Bretagne en particulier, ont fait, il y a une dizaine d'années, ça continue, un programme d'économie d'eau en Bretagne qui a conduit au fait que, globalement, quand on dimensionne un système d'assainissement, la règle, c'est la règle des gens qui font des calculs de dimensionnement de station d'épuration, etc. Ça reste 150 litres par habitant et par jour. Voilà. Bon, dans la pratique, dans les endroits où on a fait des économies d'eau, on arrive en zone urbaine à moins de 100 litres et en zone rurale à des fois à 80-88 litres. Donc il y a eu des efforts de rendement de réseau. Je parlais de rendement de réseau de fuite, ça commence par là. Par exemple, le SDAGE, Loire-Bretagne, dit qu'on ne peut pas demander des financements publics pour étendre des réseaux si, au préalable, on ne s'est pas assuré que les rendements de réseau soient au moins de mémoire de 80 ou 85%. C'est un minimum. Donc, quand on demande des nouveaux financements, on a obligation d'être vertueux, première chose. Deuxièmement, après, pour
être plus dans le détail, Rennes avait fait une expérience où ils se sont aperçus que, ça remonte à quelques temps déjà, dans un collectif, le simple fait de mettre des compteurs divisionnaires par appartement divisait de manière notable les consommations par la responsabilisation. Avant, il y avait un compteur collectif, le gars qui assurait la gestion divisait tout par le truc, et puis voilà. Et quand les gens sont mis par des compteurs divisionnaires, c'est le terme, devant leur propre consommation, ils sont plus responsables. À Lorient, il y avait eu des techniques aussi où ils ont joué sur les pressions dans les réseaux, en diminuant les pressions dans les réseaux et en alimentant juste à la bonne pression. On voit. Bon, bref, il y a eu toute une politique de gaspillage d'eau qui, globalement, pour moi, en France, marche pas trop mal, qui est solution technique, solution aidée financièrement, et puis responsabilité individuelle face à l'eau. Donc, je suis assez optimiste, moi, sur le fait que les économies d'eau, si on veut vraiment s'y attacher, ça fonctionne, quoi. Sur la pollution de l'étranger, moi, je ne vois pas une pollution native attachée à l'estran en tant que tel. Pour moi, tel que je comprends, le système, c'est de la pollution terrigène, ligérienne, ici dans notre coin, qui à un moment donné est émise des activités donc du sol, de la terre, des industries, qui est insuffisamment épurée, et à un moment donné, par des systèmes littoraux. Oui, alors j'ai peut-être mal compris aussi. Ce que je voulais dire, c'est que l'estran maintenant, si j'ai fait une petite recherche, mais à mon niveau, donc il y a bien une pollution de l'estran. C'est-à-dire du fait justement du ruissellement. Le problème, c'est qu'on n'essaie pas, la personne a parlé de l'Orient, mais il y a certains ports qui sont complètement pollués. C'est-à-dire, donc il n'y a pas de politique, parce que quand il y a une tempête, ça remonte. C'est-à-dire c'est l'estran qui fait remonter la pollution. Et il y a eu un exemple précis, quand il y a eu sur Quimperlé, ça a remonté. C'est-à-dire vous avez la masse d'eau qui fait remonter la pollution, et il n'y a pas du tout de gestion de cette partie-là qui, d'après ce qu'on m'a dit, pouvait être gérée, mais personne ne s'y intéresse, puisque pour l'instant on la laisse... Comment ? Oui, alors j'allais poser, oui, on a vu la salinisation des sols qu'on connaît en Afrique par le coin salé, etc. Et il y a des choses qui sont parfois surprenantes. L'excès d'irrigation, en dehors de l'eau saumâtre, l'excès d'irrigation génère la salinisation des sols. Au Pérou, il y a des grandes infrastructures hydro-agricoles où, en gros, vous avez la cordillère des Andes, le bassin amazonien, 80% de la flotte, et puis le littoral péruvien, etc. 80% de la population, et il n'y a pas d'eau. Donc, ils font des grandes structures hydro-agricoles et ils super-irriguent. Il y a des centaines de milliers d'hectares qui sont perdus par salinisation des sols, en dehors de la mer. Donc, dans votre cas, très vraisemblablement, c'est le sel qui a fusillé, et on sait tous, les agronomes savent qu'effectivement, une salinisation de sol, c'est du sol qui est perdu. Moi, je vais partir d'un exemple que j'ai vécu ici sur ce territoire pour vous poser des questions sur l'attitude de certains acteurs en matière de gestion de l'eau, notamment l'agence de Loire-Bretagne d'un côté, et les collectivités aussi d'ailleurs. En fait, à l'époque, j'étais responsable dans une grande entreprise qui a des installations industrielles sur l'estuaire. Et on a travaillé avec plusieurs industriels qui consomment au global, alors bon, j'ai pas les chiffres récents, mais 5 à 6 millions de mètres cubes d'eau potable par an pour des usages industriels. Et le travail qui avait été conduit entre ces industriels, c'était d'imaginer un réseau d'eau industrielle qui aurait été alimenté par les stations d'épuration des deux villes de chaque côté, de Nantes et de Saint-Nazaire, sachant que ces stations traitent plus de 40 millions de mètres cubes d'eau par an. Donc il y avait entre la source, on va dire, la ressource et les besoins largement de quoi faire. Évidemment, pour construire un réseau d'eau industrielle
qui aille de Nantes, enfin de la station d'épuration de Nantes à la station d'épuration de Saint-Nazaire pour desservir EDF, Total, Yara, enfin un certain nombre d'industriels. Il y a un investissement à faire. Et quand les industriels eux-mêmes étaient prêts à participer à cet investissement, mais quand on a posé la question à l'agence de l'eau d'un soutien éventuel pour rendre cette opération, on va dire, blanche pour les industriels, ils étaient prêts à passer à de l'eau non potable en quelque sorte, mais à même prix, pas plus cher que l'eau qu'on leur fournit actuellement. La réponse de l'agence de l'eau, ça a été de dire, mais il n'y a pas de problème de pénurie d'eau en Loire-Atlantique, la Loire fournit suffisamment d'eau, c'est pas la peine de faire un investissement. Alors c'est un peu choquant quand on parle de préserver la ressource, évidemment. Voilà. Alors premier questionnement sur l'attitude d'une agence chargée de préserver la ressource, enfin, etc. Ce que vous avez très bien expliqué dans un dispositif de gestion intégré. Deuxième étonnement sur l'attitude, allez, je vais dire des collectivités, même si c'était certainement beaucoup plus fort à Saint-Nazaire qu'à Nantes. Saint-Nazaire n'était pas favorable à ce projet de réseau d'eau industriel. Pourquoi? Parce que Total, évidemment, consommait sur les 6 millions de mètres cubes, Total, c'est de l'ordre de 5 millions de mètres cubes. 5 millions de mètres cubes facturés par la ville de Saint-Nazaire. Qui est d'ailleurs, par rapport à la question de la propriété de l'eau, ça pose une question, puisque vous avez très bien dit, l'eau est un patrimoine, donc il ne peut pas y avoir de propriétaire, sauf que le bassin de Cambon, ça a été donné à la ville de Saint-Nazaire en tant que dommage de guerre. Et donc, quelque part, je crois comprendre que la ville de Saint-Nazaire est propriétaire de la réserve de Cambon. Mais peut-être que je comprends mal. En tout cas, la collectivité était, elle, totalement opposée à l'édification de ce réseau d'eau industriel. Donc voilà, moi c'est la question que je pose, c'est... Alors il ne s'est jamais fait, hein. Peut-être qu'il se fera un jour, j'en sais rien. Il ne s'est jamais fait. La question que je pose, c'est est-ce que c'est normal d'avoir une attitude comme celle-là de la part de l'agence, voilà, par rapport à ce qu'on pensait être un beau projet, et puis par ailleurs une attitude de collectivité qui résonne comme un industriel, finalement. Elle vend un... Je ne sais pas si c'est un service. Elle vend de l'eau, en tout cas. Et elle, évidemment, elle cherche à préserver ses recettes. Alors, sur le problème de l'eau industrielle ou agricole ou assimilée, parce que ça s'est pas fait dans ce coin-là, je vous signale quand même que tous les maraîchers nantais ont des pompages et des réseaux d'eau brute de Loire où effectivement ça s'est fait. Donc voilà. Je vous signale également que à Saint-Brévin et puis à Pornic, un golfe assez important a fait l'objet d'aides financières de l'agence avec la récupération des eaux de la station d'épuration. Donc, je sais pas, moi j'étais pas au centre du truc. Ce que je crois comprendre avec ces masses importantes là d'eau, on parle de 5-6 millions de mètres cubes, c'est à mon avis, hein, l'analyse que je ferai comme ça, c'est plutôt une analyse économique. Pourquoi? Parce que l'analyse économique, on a soudainement un acteur majeur, on va dire, de l'infrastructure d'eau qui se retire du système, qui a ses propres... bon, ça veut dire que le risque, l'assiette de redevance baisse. Donc ça veut dire que renchérissement pour ceux qui restent dans le réseau. Et je pense que le calcul, il a été fait de cette manière-là, au motif aussi que beaucoup d'industriels à l'époque voulaient jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire, ils exigeaient un réseau d'eau publique à leur porte au cas où, et dans le même temps, ils demandaient de la jouer solo en disant bon. Et donc ça, je pense que la politique de l'agence à l'époque, c'était un petit peu cette analyse. Donc je diminue mon assiette. 2, je suis en face de gens qui vont demander dessert et fromage. Et puis je vais finalement avoir des coûts aussi qui vont être complètement incontrôlables. Alors j'avais été confronté moi à Rennes, alors avec l'armée cette fois-ci. Ils voulaient nettoyer des chars, je sais pas trop quoi, ou des bus, enfin bref. Et là j'avais eu une opposition moi oui, c'était plein de boue, hein. Et donc j'avais eu une opposition moi des
des services de santé. Il dit, il risque de se couper, de se blesser, et si c'est l'eau qui est mal épurée, Escherichia coli, salmonelle et autres, bon, ouf. Donc il y a aussi, alors dans votre cas, je ne crois pas que les problèmes de santé aient dû jouer beaucoup. Ça m'étonnerait un peu que les contacts humains entre... mais bon, dans un cas précis, je me rappelle que de même pour arroser, le Golfe avait eu des problèmes. Là. Ils avaient dû pousser la décontamination de l'eau très très loin, quoi. Bon, donc voilà, moi le seul... Alors. Je nuance un petit peu ce que vous avez dit, parce que c'était un projet collectif quand même. Hein. Il s'agissait de... C'était pas pour alimenter seulement Total, même s'il y avait Total qui était un très gros consommateur. C'était pour desservir des industriels tout au long de l'estuaire, en utilisant, qui plus est, une eau épurée, puisqu'elle sortait des stations d'épuration. Alors après, c'est vrai, vous posez un vrai problème, qui est la question du secours. C'est-à-dire, si un des réseaux est défaillant, voilà. Bon, ceci étant, comme je le disais, il y avait deux sources possibles pour alimenter ce réseau d'eau industrielle, la station de Nantes et la station de Saint-Nazaire. Donc je pense qu'il y avait voilà. Bon, le projet s'est pas fait, mais je trouvais un peu choquant la position de l'agence Loire-Bretagne qui disait en gros, il n'y a pas besoin d'économiser l'eau de la Loire. C'était ça, ça a été écrit dans une lettre. Il n'y a pas besoin d'économiser l'eau de la Loire, donc on ne mettra pas d'argent dans votre projet. Après, il y a l'attitude de la ville de Saint-Nazaire qui m'intéresserait, que vous pourriez commenter éventuellement. Alors, moi, je ne suis pas au courant de ce que ça... Ça m'étonnerait un peu que la ville de Saint-Nazaire soit propriétaire au sens captation d'un patrimoine souterrain. Je pense que Saint-Nazaire est plutôt gestionnaire, peut-être à vie ou avec des conditions que je ne connais pas, mais en droit français, j'imagine mal qu'une collectivité puisse s'approprier une ressource. Enfin bon, mais c'est peut-être des conditions de gestion. Ils ont peut-être fait une fleur. Je connais pas le dossier là. Moi, je sais pas très bien ce que ça veut dire dommage de guerre. En gros, on a dit à la ville de Saint-Nazaire, on vous donne la nappe de Cambon. Alors après, est-ce que ça recouvre un régime de propriétaire ou simplement de gestionnaire d'une réserve? Bon. Il y a un fournisseur de muscadet qui veut intervenir. Oui, c'est pas tout à fait ça. Oui, je voulais rebondir sur ce que dit Philippe là, parce que ça fait plusieurs années maintenant, je crois que c'était en 2005, où il y avait un projet, on avait soulevé un projet de réserve d'eau industrielle dans la carrière des Pontereaux à Bouguenais, puisque cette carrière, qui est un trou, en fait, c'est assez typique. C'est la seule carrière qui permettait de stocker à l'époque 10 millions de mètres cubes d'eau brute. Et on était intervenu à l'époque au niveau de la municipalité. On s'est fait répondre à peu près les mêmes arguments. Il y avait suffisamment d'eau à disposition, alors que le commissaire enquêteur de l'époque avait estimé que ça pouvait être intéressant à la fois parce que cette eau se stockait naturellement par les infiltrations de la Loire et en plus par la proximité de la station d'épuration de Rezé. Ça nous a été refusé. Et le pire encore, c'est qu'on s'est servi de cette réserve naturelle pour enfouir des déchets inertes du bâtiment. On sait que les déchets du bâtiment ne s'étalent pas au grand jour comme ça aussi facilement. Ce qui est dommage, c'est qu'on attend toujours de la municipalité de l'époque qu'elle nous donne une vraie réponse à ce sujet. Le pire encore, c'est que la municipalité, en fait, le conseil municipal a voté sur ce projet un mois avant la fin de l'enquête publique. Le commissaire enquêteur était d'accord avec le projet qu'on lui présentait et il n'a pas été attendu la fin de l'enquête publique pour faire décider je trouve ça incroyable, quoi. À l'époque aussi, on avait interrogé, je l'avais fait publiquement, il y avait un congrès avec Loire-Bretagne, on nous avait vraiment répondu les mêmes choses que ce que nous dit Philippe. C'est quand même, ça pose la question de savoir à quel niveau il faut traiter ce type de projet. Est-ce qu'il faut les laisser à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité, ou est-ce qu'il faut quand même les confier à un territoire plus vaste? Moi, à ce niveau-là, c'était en quelle année? 2005? Oui.
Je pense que... Pour le projet d'eau industrielle, il y a eu deux tentatives. Hein. Il y en a une qui était dans la deuxième partie des années 90 et on a remis le couvert en 2003-2004. Oui. Vu l'ampleur des projets que vous décrivez, je pense qu'à ce niveau-là, ça relève pratiquement du niveau du comité de bassin. Il y a eu des débats au comité de bassin là-dessus, non? Parce que vous avez, les industriels ont des représentants au comité de bassin. Hein. Oui, mais enfin, moi j'étais intervenu à l'époque sur cette réunion, j'en ai encore les traces. Et pour tout dire, c'est Madame Verchères qui va contrarier les choses. Je la vois maintenant en défenseur des zones humides, je trouve ça épatant. Voilà, je ne rentrerai pas dans ce genre de... non, mais sur le plan technique uniquement, là, j'attire votre attention quand même, c'est que sur les process industriels, que je ne connais pas a priori, hein, mais bon, sur les process industriels, il me semble qu'il y a un minimum de standards d'eau, quoi. Hein. Ah, voilà. Et j'attire votre attention sur le fait que les stations d'épuration, c'est un peu moins vrai maintenant, mais c'est resté vrai dans ces périodes-là, sont totalement dépendantes de au moins deux choses. Un, de la qualification des gens qui les exploitent, bon ça voilà, a priori on va dire que c'est bon, et deux, de la qualité des réseaux qui est en amont. On distingue les réseaux séparatifs des réseaux unitaires. Un réseau séparatif, ça veut dire son nom, d'un côté on met l'eau pluviale, de l'autre côté on met que les eaux usées. Bon, quand c'est un réseau séparatif intégral, il n'y a pas trop de soucis, on est à peu près sûr de la typologie des eaux brutes qui rentrent en tête de station d'épuration. Quand c'est le cas, on peut designer, dessiner la station d'épuration sur des volumes et des typologies d'effluents qui sont préconnus, et donc toutes les boîtes d'épuration, on les met, on les fait bien fonctionner, et on est statistiquement sûr à 80% d'avoir une autre sortie à peu près lissée selon des standards. J'attire votre attention sur le fait que Nantes n'a pas un réseau séparatif, mais un réseau unitaire. Ça veut dire que chaque fois qu'il va pleuvoir, aujourd'hui, vous avez des surdébits en entrée de station, des lessivages de réseau, de chaussées, qui font que l'entrée dans la station est complètement aléatoire. Et d'ailleurs qu'on en balance une partie à côté. Bon, ça veut dire en clair que la station d'épuration peut perdre un petit peu ses boyaux, qui sont les bouts activés qui vont servir, etc. Et que vous pouvez avoir des dégradations très importantes de la qualité de l'effluent. Ça veut dire que dans votre cas d'un standard à peu près lissé, et dans le cas d'un stockage dans un grand trou, si vous vous amusez de temps en temps à balancer, je sais pas moi, des cyanures, des métaux lourds, des bouts de station, au bout de 5-10 ans, ça vient quelque chose de pas très sympathique, quoi. Alors, moi j'aurais eu une réponse à vous faire à l'époque, j'aurais plutôt creusé ces arguments-là. Je n'étais pas l'agence de l'eau destinée à... J'ai entendu parler de ce dossier. Hein. On va pas refaire l'histoire, mais évidemment on avait travaillé sur ces questions de sortie de la station d'épuration, y compris avec les services de Nantes Métropole, d'un côté, les services de la Carène de l'autre. Et évidemment, chaque industriel était conscient qu'il pouvait avoir besoin de traiter en complément en fonction de ses propres critères. Mais on va pas refaire l'histoire. Je crois qu'il y a encore une question. Alain Grand-Guillot et Emmanuel. Oui, suite à ce débat là autour de l'usage de l'eau pour l'industrie, je voudrais connaître votre opinion sur ce qu'on appelle le pompage-turbinage, c'est-à-dire l'eau comme stock pour les énergies renouvelables. Et donc je vous pose la question parce que justement, je ne suis pas un spécialiste de l'eau. Il y a 15 ans, attendez que je ne dise pas de bêtises, on est en 2003. 2003, j'avais un projet avec le SIDEV, qui est le syndicat d'électricité de Vendée. Et on a eu une réponse que j'avais pas compris de l'agence. Alors je sais pas si c'est le bassin, mais enfin bref, le sénateur qui était à la tête du SIDEV à l'époque avait eu une réponse négative sur la réponse du système séparatif. Or, ce qui m'a étonné, c'est que on fait de la micro-hydraulique sur des torrents, enfin en moyenne montagne, qui alimentent directement en eau potable des bourgs en aval. Donc, je voulais juste savoir si vous avez une opinion sur l'utilisation de l'eau dans le cas du pompage-turbinage, mais après réutilisation pour des usages agricoles ou potables. Vous parlez de retenue au fil de l'eau, là, c'est-à-dire vous stockez l'eau. Oui, ou alors vous êtes, par exemple, le long de... Vous servez de la production de l'électricité d'origine renouvelable, entre autres, imaginez une éolienne,
il n'y a pas d'appel de consommation, donc la nuit, vous pompez pour la mettre en amont sur une retenue, en effet. Oui, en fait, mais ça peut être un château d'eau. Hein. Ça revient à stocker une énergie sous forme d'eau, quoi. Voilà. Bon. Ouais. Moi, et l'eau étant réutilisée pour des usages après en aval. Hein. Oui, enfin, moi, à mon avis, on est bien dans la technique. Là, j'ai pas. C'est une dimension technique de l'eau que j'ai pas. Donc, j'ai pas eu l'occasion par contre, sur tout ce qui est microturbinage, etc., je vous renverrai à la directive 4 qui est très stricte sur l'analyse économique de toute, on va dire, artificialisation de l'eau. Chaque fois qu'on met un obstacle dans une rivière pour des usages, il faut des justifications économiques au fil de l'eau. Il faut des justifications économiques très cadrées. Hein. Emmanuel, oui. Bonsoir, Emmanuel Torlasco, Conseil de développement Nantes Métropole. C'était un peu dans la... je vais m'inscrire un peu dans la fibre étonnement. Effectivement, la Loire, manifestement, manque pas d'eau. On n'est pas en Afrique. Les justifications qui sont données d'un point de vue global sont valables au point de vue global. Pour la Loire, elles peuvent être un peu différentes. Je me souviens que je suis administrateur de la maison de Loire en Anjou. Et il y a une biennale tous les ans des fleuves du monde. Et un agriculteur était venu parce qu'il a une association qui travaille avec des Africains. Et le gars, il est sur une île de Loire. Et l'agriculteur africain lui dit, mais toute cette eau-là, qu'est-ce que vous en faites qui passe devant vous? Elle va à la mer, donc elle est perdue. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de la pomper comme ça. Tout à l'heure, vous avez dit... que les documents ne limitent pas les activités économiques. J'ai au moins un cas que je connais, le SDAGE interdit l'extraction de granulats d'alluvionnaire limageur de 4% par an, donc il interdit bien une activité économique sans faire d'études de conséquences sur la consommation d'eau par ailleurs. Ça, c'est un premier point, parce que quand on monte en terrasse, on consomme beaucoup plus d'eau. Et par ailleurs, le SDAGE limite et réduit pour les industries les prélèvements d'eau. Donc on peut avoir quand même des étonnements, peut-être pas des inquiétudes, mais quand même des étonnements qui consistent à dire un document qui a pour objectif le bon état écologique des eaux va très très loin dans des prescriptions économiques qui sont très très loin de son propre travail. Je pense, vous parlez d'agence de l'eau, du comité de bassin, c'est en Loire-Bretagne, c'est 157 ou 187 personnes qui se réunissent, et vous avez des personnes, pour pas le nommer, un ancien sénateur de Vendée ou d'Ain qui dit il faut que le SDAGE Loire-Bretagne s'occupe de l'extraction de granulats marins, par exemple. On est sur des logiques complètement dingues, à mon avis, où par le biais d'agences, on va s'occuper d'autre chose que le bon état écologique des eaux. Ce que j'ai dit, c'est que l'agence, et non pas le SDAGE, l'agence n'a pas à se prononcer. L'agence qui est un organisme opérationnel, exécutif, et pas comité de bassin. J'ai dit l'agence n'a pas à se prononcer sur l'opportunité économique d'un usage de l'eau par rapport à un autre. Comité de bassin, c'est autre chose, puisque c'est un cénacle qui va débattre de ces problèmes-là. C'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, sur les finalités économiques. Si c'est posé au niveau du comité de bassin, c'est vrai qu'à un moment donné, l'usage de l'eau va être attaché à une activité. On a pris tout à l'heure l'exemple de l'eau industrielle, l'eau agricole, on a pris l'exemple de Cambon, on peut trouver tous les exemples. À un moment donné, c'est vrai que l'usage, à un moment, débouche sur l'économie. Mais c'est le comité de bassin, c'est pas l'agence. Hein. D'accord. Bon, donc, on est d'accord. Bon, maintenant, sur l'aspect économique, alors trop loin, pas assez loin, les granulats, etc., etc. Vous avez l'exemple de la Loire qui est typique, là. Hein. Vous connaissez, hein, puisque, bon. Donc, on a, à un moment donné, dit les prélèvements de sable en Loire, on arrête, et on va faire de la pêche au sable coquillé dans l'estuaire externe, au sable marin. On le remonte par des barges, on le coule, et puis on le lave, et puis... donc ça, c'est bien une démarche typiquement qui a été posée dans le cadre du SDAGE. Hein, donc on est... on peut trouver des alternatives dans le SDAGE. Le 2010, le SDAGE actuel ne s'occupe pas des granulats marins. C'est pas son... Même si c'est...
Non, le SDAGE actuel ne s'occupe pas du tout des granulats marins, c'est pas son activité. Si effectivement on a interdit l'extraction en lit mineur des cours d'eau. Lit mineur, oui. Lit mineur des cours d'eau. Je parle du lit mineur là. Oui, on est bien d'accord. Le lit majeur, non. Le lit majeur, il y a une réduction qui est imposée par le SDAGE de 4% par an. On peut se poser la question, sachant que les granulats exploités en lit majeur sont lavés par bassin de décantation et l'eau, elle est là. Elle sort plus propre que quand elle rentre, entre parenthèses. Et cette interdiction-là est liée au fait d'aller en terrasse, en extraction de terrasse. Or, l'extraction de terrasse utilise plus d'énergie et plus d'eau. Et ça, c'est des choses, par exemple, qui sont impossibles à faire comprendre. Donc, vous disiez tout à l'heure, des situations où la puissance publique ou des comités de bassin, des choses comme ça, on est sur une interdiction pure et simple d'une activité qui se fait sans qu'il y ait un lien entre le bon état écologique de l'eau, il n'est pas fait dans le SDAGE, et par exemple l'interdiction d'extraction. Alors là, clairement. Là, vous faites une erreur. Vous ne pouvez pas dire que le bon état écologique n'est pas traité dans le SDAGE. Le SDAGE... C'est ce que j'ai compris alors. Je me suis mal exprimé, je pourrais bien m'excuser. Il y a l'interdiction d'une activité économique en pourcentage qui est stricte, qui est indiquée dans le SDAGE, l'extraction de granulats en lit majeur, sans que le SDAGE fasse un lien avec cette interdiction et le bon état écologique des masses d'eau. Le SDAGE en tant que tel, peut-être pas, mais le SDAGE, vous n'avez pas perdu de vue qu'on est maintenant dans une logique européenne. À la limite, on ne devrait même plus parler de SDAGE, c'est la notion de gestion de district hydrographique. Et dans le district hydrographique, donc le SDAGE est un outil opérationnel. Maintenant, le bon état écologique inclut les rives, les substrats, et c'est ce que j'ai montré sur la photo tout à l'heure. Le bon état écologique, j'avais une diapo, là vous vous rappelez, il y avait la ripiscive, le substrat, j'ai pris l'exemple du verre et du contenant, on est bien dans cette image-là. Et les planification qui vise à obtenir le bon état écologique en 2015, dans les rivières naturelles, je ne parle pas des masses d'eau fortement modifiées là, mais dans les masses d'eau naturelles, inclut très clairement le substrat, les rives, etc. Ça c'est clair. On a par exemple en Vendée tout un programme d'effacement des seuils, qui est, au titre de l'hydromorphologie, quelque chose de très difficile à faire comprendre d'ailleurs au passage. Donc moi j'insiste bien sur le fait que les outils d'asséchage, si effectivement au départ ne contenaient pas ça, du fait de leur intégration et de la traduction en droit français de la directive 4, sont devenus des outils opérationnels qui traitent ces sujets-là. Moi je voudrais pas évoquer le Tarn parce que c'est pas la discussion, mais simplement les défenseurs de création de lacs artificiels, genre celui qui s'est fait dans le Tarn bien sûr, de barrages, disent voilà, nous on recueille de l'eau l'hiver et pour la restituer finalement l'été. Alors est-ce que c'est une vue de l'esprit ou c'est une réalité? Non, tu as raison. Il y a des Vendéens ici. L'agence a financé, doit continuer de financer d'ailleurs, ce qu'on appelle les retenues, les retenues d'eau, les retenues collinaires ou les retenues d'eau. Moi, je fais un peu d'avion de temps en temps, je survole la Vendée. Le nombre de retenues, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Et donc, oui, c'est devenu commun. Alors maintenant, effectivement, il faut voir, sans parler du Tarn, c'est quel modèle économique et quel modèle agricole il y a derrière, quoi. Bon, alors ça, c'est autre chose. On est à l'heure de notre fin de séance, donc, sauf si, oui, il reste une dernière question très courte, non? Ensuite, Vendée, là, entre autres, vous parlez des retenues d'eau, mais qui ne bloquent pas une vallée. Vous parlez des retenues collinaires. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Je pense que c'est pas des barrages qui. Oui, on parle des retenues d'eau. Bon. Je crois que ce qui me semble le problème, c'est que c'est plutôt. Ça redescend après. C'est justement dans le cadre de la prise de conscience sur l'eau, c'est un... Bon, je crois, enfin je sais pas, je suis pas un spécialiste, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un impact négatif. Mais par contre, il y a certainement un impact négatif au niveau de l'éducation pour l'usage de l'eau.
Très bien, on va s'arrêter là. Merci encore une fois à Monsieur Fresnel. On peut l'applaudir parce que cette présentation globale est tout à fait intéressante. Alors même si après on a toujours tendance à venir sur nos problématiques locales, mais en tout cas merci beaucoup. Je vous rappelle simplement que donc vous avez cette séance avec Monsieur Pisani-Ferry le 27 novembre à 20h à Audencia sur l'avenir de la France. Voilà, la France dans 10 ans. Merci à vous, bonne soirée, bon retour.